Aujourd'hui, on vous explique pourquoi la presse de proximité est votre allié. Alors restez avec nous jusqu'au bout et si vous êtes convaincu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à notre infolettre, c'est important pour nous soutenir. Aujourd'hui, on prend le pari de passer la barre des 1000 abonnés. On a le défi du numérique, on a une saturation de contenu, de tout type de contenu, avec des créateurs de contenu, avec de la désinformation. Comment est-ce qu'on ramène la population? Comment est-ce que la presse se démarque? Je pense qu'aussi le problème, c'est que le monde ne réalise pas l'importance des municipalités. Ils contrôlent quasiment tout. Les chemins, la police, l'incendie, l'ambulance, le niveau local. La santé, c'est comme, c'est provincial, mais c'est comme, il y a certains aspects locaux à ça. Le monde pense que tout, on signe un chèque puis tout est payé. Non, moi, je pense qu'il faut organiser des cafés-rencontres avec nos lecteurs, tu sais, humaniser qui on est, les écouter, avoir un peu les enjeux. Puis ça L'ancien style. Oui, l'ancien style. Bonjour Gabrielle et bonjour Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à discuter du métier de journaliste et de l'importance de la presse de proximité dans nos communautés. Donc en introduction, je voulais vous parler de motivation. Ce qui moi m'a motivée à fonder On a le choix, c'est à un moment donné, particulièrement pendant la pandémie, j'ai observé à quel point la société était divisée et je me suis dit que si elle était divisée, c'est parce que tout le monde exprimait un peu son opinion à tort et à travers. Et mon but a été vraiment de fonder un média qui ramenait les faits au cœur du travail journalistique et aussi qui donnait la voix à des gens qu'on n'entend pas nécessairement habituellement. Donc, comment on fait un métier qui n'est pas toujours facile, on va se le dire. Je voulais vous demander en introduction, c'est quoi votre motivation à être journaliste? Gabrielle? Ben oui, je peux commencer. En fait... Moi, j'ai aussi cofondé un média en 2014, donc ça fait quand même un petit bout. La motivation première derrière ce projet-là, en fait, au Québec, en 2012, il y a eu une grosse grève étudiante qui a été un événement majeur pour la province, que les médias couvraient, évidemment. Mais couvrait juste du point de vue politique et moins de ce qui se passait sur le terrain. Donc, on assistait, par exemple, à de la brutalité policière lors des manifestations et c'était pas du tout rapporté dans les médias. Et suite à cet événement-là, il y a des jeunes qui ont décidé qu'ils voulaient faire un média justement pour aller au cœur des faits et vraiment dans la rue, vraiment voir ce qui se passait et pas juste couvrir ce qui se passe au Parlement, ou à l'Assemblée nationale. Et donc, ils sont venus me chercher parce qu'on voulait faire un média professionnel, on voulait payer des journalistes et on voulait en fait couvrir les angles morts des autres médias. Donc, justement, les inégalités sociales. À l'époque, là, on se rapporte en 2014, il y avait très peu de médias qui parlaient d'environnement, d'enjeux autochtones. Et en plus, on était un média bilingue au début, donc on avait une équipe à Montréal, une équipe à Vancouver. Ça aussi, au Québec, ça a créé tout un tollé, là, parce que, en tout cas, les deux langues au Québec, c'est toujours un débat, là. Mais c'était vraiment intéressant pour ça. Puis moi, ma motivation de participer à ce projet-là, c'est que je me disais, comme journaliste, je vais pouvoir faire les histoires que je veux faire, prendre un peu plus de temps justement pour donner la voix à des personnes qu'on entend moins. Parce qu'on le sait, là, dans le cycle des nouvelles, les journalistes ont souvent leur liste de 4-5 intervenants, puis c'est toujours ces intervenants-là qui vont chercher par manque de temps. Donc moi, je me disais, c'était vraiment ma motivation, c'était de pouvoir faire les histoires que je voulais faire. J'avoue que finalement, je me suis retrouvée à être un petit peu tout sauf journaliste. C'est-à-dire que quand on devient entrepreneur, on fait beaucoup d'autres choses que ce qu'on voulait faire au début. Mais ça a été... c'était une belle motivation, puis les gens ont répondu à l'appel. Nous, on a parti notre média avec un sociofinancement. Puis on a juste montré quelques extraits d'articles qu'on pourrait faire si on avait les moyens. Puis on avait fait juste une page web très, très simple.
Puis on a ramassé 85 000 $ en un mois, juste avec des petits previews de ce qu'on allait pouvoir faire. Donc, il y avait vraiment un intérêt à, oui, parlez-nous des enjeux dont on entend moins parler. Puis l'idée d'être bilingue aussi, c'était d'intéresser le Québec à ce qui se passait ailleurs au Canada et le Canada à ce qui se passait au Québec, notamment au niveau des enjeux autochtones, par exemple, dont on parlait pas du tout à cette époque-là. Maintenant, on le fait un peu plus. Donc, ouais, tout ça, c'était une belle motivation. Et puis on est encore là aujourd'hui, donc... C'est qu'il y avait quelque chose à faire. Absolument. Richard? Oh, c'est bien simple, je veux changer le monde. Ah ouais? Right? Moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans, puis je ne sais pas bien du monde dans cette salle ici, mais on se souvient de l'époque de Watergate, puis il y avait 2 journalistes du Washington Post qui étaient pas mal proches de changer le monde. Fait que tout le monde avait l'objectif de ne pas d'imiter, mais je pense dans une façon capable de changer le monde, où, à moins d'être le miroir, puis les faits, c'est quoi, savoir, pouvoir. Si on a vraiment des frais, on les fait en pour moitié du monde. Ouais. Dur à suivre, hein? Non, mais c'est intéressant parce qu'on dit souvent que les médias, c'est le 4e pouvoir, puis moi, je pense que c'est vraiment vrai, là. Parce que les médias sont souvent... on peut les critiquer, là, on fait des erreurs, puis on n'est pas toujours parfait, mais c'est vrai qu'on peut changer des choses, tu sais. Justement, c'est comme... Souvent, on a les porte-paroles, les lignes officielles, les gouvernements, qui n'est pas tout à fait... Mais c'est une optique, hein, ils vendent leur salaire, grosso modo. Bien plus facile d'accepter ça, copy-paste, puis on colle ça puis sur notre plateforme. C'est plein l'effort, l'argent, puis un peu d'énergie, puis un peu de courage de dire « Non, écoute, là, on va ouvrir les dos, poser des questions, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. » Oui, justement, on va y venir, mais c'est un métier idéaliste un peu quand même au départ. Mais c'est pas facile. Donc, on en parlait déjà avant de commencer. Richard, toi, tu es dans les médias depuis 1976. Alors, je suis vieux. T'as vu neiger, comme on dit au Canada. C'est ça l'expression, t'as vu neiger? Oui, OK. Quelque chose comme ça. D'accord avec ça. J'aimerais que tu me parles justement de tout ce que tu as traversé, parce que tu as travaillé dans des médias locaux quand même. C'est quoi les grandes transformations que tu as vues, les grands défis, et comment est-ce que vous les avez relevés à travers les années? Moi, j'ai commencé avec une dactylo. Une dactylo, je ne sais pas si on peut le faire Google, dactylo, tu vois. Ça trahit votre âge, c'est vrai. C'est ça. Moi, j'ai commencé à 76, on avait des journaux partout. On avait des journaux, on parlait justement à Montréal, il y avait 5, 6 quotidiens, peut-être, Ottawa avait 3, Vancouver, le grand centre, tout le monde. Puis chaque village avait au moins 2. Hawkesbury avait 3. Hawkesbury, population de 10 000 personnes. Mais les marchands locaux étaient un autre facteur. Les marchands étaient indépendants, pas des franchises. Hein. C'est monsieur, madame, tout le monde, les dépanneurs, La Flamme, Auto, whatever. Là, c'est pas probablement Ford qui contrôle les dépenses, c'est eux qui décident de brancher sur la communauté. Puis il y avait aussi, il n'y avait pas de Facebook. Hein. Moi, je me souviens quand moi je suis sorti de collège, mon Dieu, 74, tout le monde avait de l'emploi. Il y avait 3-4 journalistes d'Ottawa qui étaient engagés par le Standard Freeholder, qui avait une salle de nouvelles de 25 ou 30 journalistes à temps plein. Un des meilleurs journaux au Canada. Mais c'était fait partie de Thomson, je pense. Très, très solide comme journal. Ottawa Journal, il y avait Gazette, Star, Journal de Montréal, Montréal Matin. Il y avait des jobs partout. Tu avais le choix. Radio, télé, journaux. Un de mes amis a travaillé à Hay River, au Yukon, je pense. On avait des choix. Moi, j'avais comme 2-3 choix. J'ai choisi Hawkesbury parce que j'étais bilingue, puis j'étais pas loin d'Ottawa. Une communauté un peu comme Cornwall. CIP était là. Les usines, c'était une ville industrielle avec tout ça, un dossier très intéressant. On avait des problèmes sociaux, beaucoup de bénéfices sociaux dans l'époque, chômage, mais c'était intéressant. Puis moi, je me souviens, la première fois, j'ai reçu mon chèque de paie, il dit « Je suis payé de faire ça? Wow! Je suis payé d'être curieux. Je fais mon job, je pose des questions, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, personnel, m'excuse la maison brûlée, mais je peux avoir votre nom, madame? C'est pas facile, mais c'est fait partie de notre job.
Donc, tu as connu une très belle époque. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé avec les années? Qu'est-ce que tu dirais maintenant? Comment est-ce que tu observes les choses maintenant? Mais nous autres, comme mentionné, comme Sogas est miroir de la communauté, je pense qu'on est aussi le miroir du monde puis l'économie en général. L'économie a bien changé. Les petits villages ont perdu beaucoup d'emplois. Nous autres, on parle de brain drain, les gens qui sont sortis puis assistaient à déménager au Grand Centre, ils sont restés là. Comme le secteur rural au Canada a bien changé au période de 30 ans. Puis on s'y reflète comme, écoute, le monde, le média social est là. Il est là depuis peut-être 30 ans, peut-être 40 ans. Nous autres, les vieux comme moi, ont fait notre possibilité. On a embarqué, my God, ce site web, c'est quoi, là? On a traversé un ordinateur, on avait traversé la ligne entre une chambre noire puis, wow, une caméra digitale, c'est quoi ça? Mais le monde change, nous autres, on essaie de changer avec tout le monde. Maintenant, je pense qu'on a des journaux qui sont là, ils font tout, hein? Il y a des plateformes. Il y a le Facebook. Pas facile là, au Canada d'avoir un journal sur Facebook, quasiment impossible. Mais on a le site web, on a les blogs, on fait tout, de rejoindre nos lecteurs. Puis c'est bien évident, il faut qu'on fasse l'argent. Fait qu'on si on a le lecteur, on a les annonces, puis on paye nos billes. Et donc, justement, par rapport à l'information en tant que telle, c'était un petit peu où je voulais en venir par la suite. C'est, bon, on a le défi du numérique, on a une saturation de contenu, de tout type de contenu, avec des créateurs de contenu, avec de la désinformation. Comment est-ce qu'on ramène la population? Comment est-ce que la presse se démarque? Moi, je pense qu'il y a un retour. Tu sais, je me rappelle quand on a cofondé Ricochet, c'était le début des médias sociaux, c'était le début de Facebook, de Twitter, tout ça. Puis honnêtement, ça nous a quand même aidé à nous faire connaître. Moi, j'ai toujours eu une relation un peu amoureuse avec les réseaux sociaux parce que je pense que ça a aidé beaucoup de médias indépendants, petits, à se faire connaître. Là, maintenant, on est bloqués. Fait qu'en tout cas, tu sais, c'est comme... Puis on sait jamais... Tu sais, c'est un bon moyen de diffusion, mais on peut pas dépendre de ça pour se faire connaître puis pour rejoindre les lecteurs. Tu sais, TikTok, je veux dire, on l'utilise parce que les jeunes sont là, mais qui sait si ça va pas aussi se faire bloquer parce que c'est tous des intérêts étrangers qui possèdent ces plateformes-là. Donc, je pense qu'il faut revenir à la base. Puis nous, par exemple, à Pivot, on a été dans les premiers à être bloqués par Facebook et Instagram. Et on a imprimé des posters, puis on est allé les porter dans plein de cafés à Montréal avec un QR code. Puis on est comme revenu à des méthodes un peu ancestrales pour nous faire connaître. Coller les affiches sur le poteau. Oui, c'est ça, exactement. Au Québec, il y a aussi une grosse campagne publicitaire provinciale pour dire aux gens « allez à la source ». Parce que même quand on avait les réseaux sociaux, le but, c'est que les gens aillent directement sur notre site web. Parce que c'est là quand on a de la pub, c'est là qu'on en a. Puis c'est là qu'il faut faire, tu sais, on veut que les gens cliquent sur nos articles. Mais je pense qu'il faut vraiment revoir. Puis moi, je vois qu'il y a quand même aussi un intérêt pour ce qu'on appelle le slow news. Là. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, là, on live-tweetait des événements, puis tu sais, il fallait être comme vraiment super rapide dans l'info. Puis même moi, quand j'étudiais en journaliste, c'était le début du web, puis je me faisais dire, tu sais, là, un paragraphe, une phrase, tu sais, mettez des gifs de chat, puis tu sais, essayez que ça soit dynamique, tout ça, comme si les gens n'étaient pas capables de lire des plus longs formats sur Internet. Puis maintenant, c'est plus vrai, tu sais. Nous, on fait des très longs formats Pivot, puis on est chanceux parce qu'on fait pas de la nouvelle nécessairement quotidienne, mais nous, on le voit dans nos habitudes de lecture, les gens nous lisent quand on envoie l'infolette tous les samedis matins. C'est là qu'on a notre pic de lecture, parce que les gens prennent le temps de lire nos nouvelles. Puis je pense que des trucs comme l'infolette, justement, ça, c'est un moyen d'aller directement rejoindre les gens. Au niveau du contenu, donc en fait, par rapport à l'intérêt de la population, comment faire en sorte que les gens se dirigent plus vers la presse? Et comment est-ce que tu penses que
que la presse peut être un instrument de cohésion sociale, plus finalement que Facebook ou les grosses plateformes. Ouais. Alors, je pense qu'on peut provoquer un échange intelligent puis civil en ligne. Comme mentionné, infolette, il y a bien du monde qui veut. Des fois, comme on poste un article sur le site web, comme ça va prendre 1 minute à lire. Oui, on indique le nombre. Oui, c'est ça, ou 3 minutes, comme c'est pas beaucoup, mais comme tu as mentionné, je pense que le monde a encore le goût. Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire comme. On peut comprendre que le monde est assez intelligent de savoir que ça va prendre plus que 15 mots pour comprendre un dossier compliqué. Ben oui. Nous autres, on a comme toutes les stats sur notre site web, puis des fois, le temps d'engagement est 13 secondes, OK? Ouais, qui est long. Ouais. 13 secondes. Mais quand même, 13 secondes, comme quand on écoute les nouvelles, c'est comme mentionné, c'est 1 seconde. Les images changent. Comme c'est long de 5 secondes. 13, c'est impossible. Ouais. Fait que je sais pas, aussi, on peut pas traiter le monde comme trop stupide non plus. Non, On connaît le ça. marché, là, c'est comme le monde. Je pense que le monde est assez intelligent. Il sait, c'est influence. Ça, c'est un annonce pays qui va vendre quelque chose, un produit. Même si c'est une vedette ou un politicien qui est à intelligence artificielle à falsifier une image. Je pense que le marché, les gens sont assez intelligents. Puis je suis d'accord avec ça. Il y a certains goûts d'avoir quelque chose de fond, pas juste l'image. là. Puis nous, au début de Pivot, on a essayé quelque chose. Les gens qui s'abonnaient avaient accès à notre salle de nouvelles virtuelle et les gens pouvaient proposer des sujets dans cet espace-là virtuel. Puis il y avait un système de vote entre les abonnés. Et donc, s'il y a un sujet qui avait plus que 50 des votes, il y avait un journaliste qui prenait le sujet puis qui faisait un article. Puis ces articles-là, c'était les articles qui circulaient le mieux parce que c'était des sujets directement de nos abonnés puis des gens. Puis c'était souvent des nouvelles locales dans leur quartier et tout ça, tu sais. Puis finalement, ben, on n'a pas continué ça parce que ça demandait beaucoup de ressources à l'interne. On est une petite équipe, puis ça demandait... Mais moi, je crois beaucoup en ça. Je pense que ça aurait vraiment continué de fonctionner si on avait eu les ressources, parce que les gens ont plein de sujets. Moi, je pense qu'un autre aspect aussi, c'est que tu sais, ça va pas bien dans le monde, là. Il y a des guerres, bon, avec les États-Unis, c'est compliqué, tout ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le journalisme de solution, où on expose un problème, mais on expose aussi les solutions. Puis ça, souvent, je trouve que c'est des initiatives citoyennes, des petits groupes locaux qui s'organisent, puis c'est positif. Tu sais, ça fait des changements à l'échelle, une petite échelle, mais ça fait un peu du bien, là, tu sais, de voir qu'il y a de l'espoir, il y a des gens qui font des choses vraiment intéressantes. Peut-être que les médias locaux sont moins catastrophistes aussi que les médias mainstream. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas de juste parler des choses qui vont bien, là, tu sais, mais c'est d'apporter des solutions aux problèmes, tu sais. Puis ça, je pense que ça peut être un peu rafraîchissant. Et tu sais, c'est un peu contesté, là, moi, je trouve, en tout cas au Québec, dans les discussions, dans les médias, de faire participer les citoyens à nos médias, mais en même temps, il y a une crise de confiance entre la population puis les médias, donc il faut trouver une solution. Puis moi, j'y crois beaucoup. Nous, on a mis en place un programme qui est né aux États-Unis qui s'appelle Documenters. Et on forme des citoyens à aller prendre des notes pendant les conseils de ville. Parce qu'au Québec, il n'y a personne qui couvre les conseils de ville. Tu parlais aussi des médias locaux, voire hyper locaux au niveau de Montréal. Et j'avais lu qu'il y avait un quartier, parce que si on en vient aux jeunes maintenant, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les jeunes, justement, et tu le sais, tu es enseignante, tu vas nous en parler. Il y avait un quartier où le fait qu'il y ait un média hyper local comme ça avait aidé à ce que les jeunes aient ce sentiment d'appartenance à leur quartier, qu'ils s'identifient, alors qu'ils étaient un petit peu désinvestis jusque-là. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous donner un mot là-dessus et un mot aussi sur, puisque tu as la chance d'enseigner le journalisme, c'est quoi les nouvelles façons de s'informer des jeunes oui, c'est comment on les forme maintenant au journalisme et aussi comment est-ce qu'on les sensibilise à la désinformation? Ça, c'est une bonne question parce que je pense que, justement, je parlais de ma relation amoureuse avec les réseaux sociaux. Je pense que ça aide à faire connaître des médias, mais ça
ça propage aussi beaucoup de désinformation, là. Puis, tu sais, comme nous, par exemple, l'année passée, il y a eu une élection fédérale, comme vous savez, il y a eu des débats des chefs. Il y en a un qui s'est tenu à Montréal. Et bon, les médias sont invités à ces débats-là. Et il y avait un média qui s'appelle Rebel News qui a vraiment pris beaucoup de place dans ce qu'on appelle le scrum, là, c'est-à-dire quand les médias posent des questions tout de suite après le débat. Et il y a des politiciens qui nous ont mis Pivot, The Rover, on est quelques médias indépendants au Québec, et on s'est fait mettre dans le même bateau que Rebel News, puis c'est vraiment insultant, tu sais, parce que, premièrement, Rebel News, finalement, a été... C'est pas un média, là, c'est enregistré comme tiers parti. Ils font du lobbying actif politique. Et là, on s'est dit, oh mon Dieu, il y a beaucoup d'éducation à faire autour des médias. Peu importe notre ligne éditoriale, là, mais juste qu'est-ce que c'est un média rigoureux qui se base sur les faits, qui fait pas de désinformation. Moi, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Tu sais, moi, j'enseigne le journalisme au niveau universitaire, mais je pense qu'il devrait y avoir des cours d'éducation aux médias dès le primaire pour dire, parce que les jeunes, ils naissent avec des appareils dans les mains et il faut leur apprendre à développer un esprit critique puis à analyser les nouvelles le plus jeune possible, à mon avis, parce que je ne vois pas sinon vraiment comment. Puis il y a une grosse confusion des genres aussi entre l'opinion et le journalisme de fait. Puis bien, sur les réseaux sociaux, des fois, les gens font un peu les deux, tu sais. Ouais. Je pense que les lignes sont beaucoup plus floues maintenant. Tu sais, il y a tout le système des info-influenceurs, justement, où ils font de l'info, mais aussi donnent leur opinion et ils parlent de leur vie. Puis je comprends que, dans un sens, que ça aide à rapprocher les jeunes s'identifient à ça parce que, justement, le journaliste est un petit peu plus humain, tout ça. Mais moi, mes étudiants, ils consultent beaucoup YouTube et les réseaux sociaux pour leur info, mais ils sont quand même critiques face aux info-influenceurs qui ont des commanditaires, directs. Où là, l'esprit critique de ce journaliste-là va-t-il être remis en jeu s'il y a un scandale sur un de leurs commanditaires, tu sais, par exemple. Puis je pense que la grosse différence dans cette tendance-là, c'est l'éthique. Tu sais, nous, mettons, nos journalistes, ils sont soumis à un code de déontologie, un code éthique. Puis les info-influenceurs, on ne sait pas c'est quoi leur éthique, tu sais. On ne sait pas... Puis moi, des fois, je tombe sur des vidéos, là, Julie qui m'explique, je sais pas, moi, la nouvelle politique de Carney, mais je suis comme, ouais, mais Julie, t'es qui, toi, pour m'expliquer la politique de Carney? Tu sais, c'est quoi ton street cred, là, tu sais, un peu comme genre... Tu sais, je suis tout le temps comme... Puis je dis pas que son opinion est pas bonne, mais c'est juste, ça a été quoi sa recherche, c'est quoi sa démarche, c'est quoi sa méthodologie, tu sais. Donc, c'est un peu ça qu'on essaye de faire en enseignant aussi, je pense. La question maintenant parce que tu parles de ça, tu parles de la déontologie, de la neutralité journalistique, de l'éthique. Neutralité, c'est pas la même chose. Oui, je sais que tu as quelque chose à dire avec ça aussi. Oui, mais c'est ça. Ça me fait penser à ça parce que moi, je suis profondément partisane et convaincue de la nécessité de la neutralité, c'est de ramener les faits dans l'espace public et puis de laisser justement le choix aux gens de se faire leur opinion. Mais là, chez Pivot, vous avez une vision un peu différente. Peut-être tu peux partager ça? Bien, c'est-à-dire que je pense qu'aucun média est vraiment neutre. Si tu suis la trace de qui les finance, déjà là, en partant, c'est pas neutre. L'indépendance, donc c'est ça. Oui. Moi, je pense qu'il y a une différence entre être neutre ou objectif. C'est-à-dire que l'objectivité journalistique, c'est-à-dire on fait un sujet basé sur les faits, on a tous les points de vue, tu sais, des deux côtés, là, sinon. Mais être neutre, tu sais, comme nous, par exemple, à Pivot, on a décidé d'assumer notre ligne éditoriale qui est progressiste. C'est-à-dire que, mettons qu'on parle de la crise du logement, ben oui, on a un parti pris pour les locataires plutôt que les propriétaires. Mais on va quand même leur faire des entrevues avec les propriétaires parce que c'est ça l'objectivité journalistique. Il faut avoir tous les points de vue. Mais peut-être qu'on va donner un petit peu plus de place aux locataires.
Par exemple, les changements climatiques. Nous, on a décidé que c'est pas vrai qu'on va interviewer un climato-sceptique juste pour avoir l'autre côté de la médaille, alors qu'il y a quand même un consensus assez mondial que les changements climatiques existent. Donc, tu sais, l'affaire des deux côtés, moi, je crois plus à une diversité des points de vue que juste dire oui, il est contre, oui, il est pas contre, juste pour faire la balance. Donc, tu vas pas interviewer un platiste, quoi. Tu ne veux Non, pas, c'est tu ça. ne veux pas faire ça. Tu sais, Okay, le fait que la Terre est plate, tu sais, c'est ça. Donc, tu comprends? Mais on n'est pas neutre dans la mesure où aussi on se concentre sur certains enjeux que nous, on trouve important de couvrir. Les inégalités sociales, la crise du logement, les enjeux de racisme systémique qui sont très présents au Québec, dans toutes les sphères de la société, les enjeux LGBTQ+, IA+, parce que notre rédactrice en chef est une personne trans. Donc, tu sais, on avait tout... Des spécificités. Voilà. Et donc, ça sera presque ma dernière question, Richard. Peut-être tu pourrais donner ton point de vue par rapport à ça aussi, de l'indépendance. Mais donc, comment est-ce qu'on trace la ligne entre l'indépendance journalistique et la promotion dans les communautés? Alors, évidemment, il y a l'aspect financier, mais comment est-ce qu'on se positionne? Justement, le jour de la liberté de la presse, il y avait un journaliste du droit qui disait que les communautés méritent qu'on les respecte suffisamment pour pouvoir les remettre en question. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est la question qui fâche. Donc, à un moment donné, pourquoi ça vaut la peine de poser parfois les vraies questions et pourquoi ça vaut la peine de garder son indépendance au niveau journalistique? Je pense que c'est comme la différence entre neutre, objectif et indépendant. Je pense que c'est tout le même, grosso modo. Je pense que notre journal n'a pas vraiment comme une tendance d'être progressiste ou rétro ou whatever, là. Nous autres, on essaie de donner, je sais pas, couvrir tous les éléments, de servir surtout communautaire, parce que c'est notre communauté qui nous appuie, on est là pour notre communauté. C'est bien difficile parce que tout le monde, chaque être humain est né avec une opinion puis par certaines perspectives. C'est d'ouvrir là puis d'écouter. Puis c'est pas facile. Surtout c'est compliqué. L'indépendance, nous autres on reçoit des annonces, on vend des publicités au gouvernement. Jamais été des pressions de quoi que ce soit de changer de contenu. C'est pas facile. On a certaines menaces de certains annonceurs. Mettre ça pas dans le journal, on n'annonce plus. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. On essaie d'être... On couvre l'événement, voici les faits. C'est plus compliqué avec un dossier comme un dossier social, débat politique. Mais je pense qu'on est capable de le faire. Dans chaque journal, on a des pages actualité. Puis si c'est une opinion, ça va être bien indiqué. Ça, c'est une opinion éditoriale. Puis on a aussi, on s'appelle le public de reportage, qui est un annonceur qui était payé pour un texte qui était caché comme nouvelle. Ça, c'est une ligne que nous autres, on a toujours respectée. Aussi, on a le code éthique qu'on a, toute une association nationale, provinciale, nous forcer de suivre. On a un avocat si on couvre un dossier délicat, on peut toujours appeler, on paye pour avoir ce service-là. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Peut-être très chanceux. Il y a, je sais, des autres journaux qui étaient vraiment menacés, puis avaient subi des pressions politiques, financières. Non, c'est pas l'engagement, pas civique, mais juste comme éthiquement, puis personnellement, je disais, non, c'est une nouvelle. Il y a certains sujets on ne va pas toucher, mais on fait quasiment tout est là. La nouvelle, c'est une nouvelle, pas moi. Je ne sais pas si c'est ça une réponse, c'est comme des voix, c'est comme... Oui, non, ça répond très bien à ma question. Et donc, je terminerai comme ça. Pourquoi est-ce que la presse de proximité est l'allié des communautés ou à quelles conditions est-ce que la presse de proximité est l'allié des communautés? Moi, je pense que c'est comme au niveau politique, là, je ne sais pas ici en Ontario, mais au Québec, le palier municipal, c'est le plus faible taux de participation aux élections. Ça m'a toujours un peu surpris parce que c'est le palier le plus proche de nous. C'est celui qui a de l'impact le plus
sur nos vies. Puis je pense que c'est la même chose pour les médias locaux, c'est-à-dire qu'on peut couvrir vraiment ce qui se passe, tu sais. Puis aussi, c'est vraiment des sujets qui tiennent à cœur aux gens. Puis, tu sais, je pense que dès qu'on a des abonnés, justement, on leur doit un peu de faire des sujets qui les intéressent quand même, tu sais. Donc je pense qu'il faut ça. Puis, je pense qu'il faut aussi provoquer des rencontres. Tu sais, pendant longtemps, là, les médias, il fallait qu'il y ait une grosse distance avec les gens, puis, tu sais, qu'on ne sache pas on est qui, puis qu'on se garde une réserve, tout ça. Non, moi, je pense qu'il faut organiser des cafés-rencontres avec nos lecteurs, tu sais, humaniser qui on est, les écouter, avoir un peu les enjeux. Puis ça L'ancien style. Oui, l'ancien style. Ben, je sais pas. Moi, je pense que... Tu as connu beaucoup ça, oui? Ben, comme il n'y a pas tout le monde qui veut ou peut assister à l'Assemblée du conseil municipal. Avec tout respect avec le maire, des fois c'est plate, puis c'est long, puis comme... C'est vrai. Excuse, mais même avec M. Tang. Fait que nous autres, on a devoir, puis nous autres, on peut aller, puis assister à une discussion de 4 heures sur les égouts, puis les taxes foncières, puis blablabla. Mais comment ça, c'est important. Puis moi, je trouve ça impossible que 40% des fois, le monde... le vote est pourri, même pas 50%. C'est fou. Au fédéral, c'est un peu mieux, mais c'est Oui, mais le fédéral, c'est le plus loin. C'est ça. Je comprends pas. C'est ça qui est fou. C'est ça. Je pense qu'aussi, le problème, c'est que le monde ne réalise pas combien important l'importance des municipalités. Ils contrôlent quasiment tout. Les chemins, la police, l'incendie, l'ambulance, le niveau local. La santé, c'est comme... C'est provincial, mais c'est comme... il y a certain aspect local à ça. Le monde pense que tout, on signe un chèque puis tout est payé. Je pense que le monde ne réalise pas. Je pense que comme ça prend l'éducation au primaire, pas le média, peut-être ça prend aussi une éducation peut-être civique, primaire. Je disais, OK, vos taxes vont où? Le monde, c'est quoi? Le compte unique, c'est quoi? C'est comme un corps public qui était mal compris, on ne connaît pas. Ça commence... Puis aussi, je pense qu'on ne réalise pas l'importance d'avoir des comptes comme ça. Le monde comme ground level, le monde qui commence à donner des cafés au compte, c'est bien important. Si le monde a de l'enseignement, il dit, écoute, il y a un problème là, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est pas sur Facebook, en chialant d'un à l'autre, ouais, t'as raison, Joe, blablabla. Donc, il faut qu'on bouge, là. Ouais. Puis moi, c'est pour ça, là, on a recommencé à couvrir des conseils de ville. C'est sûr que la partie où ils votent, tu sais, le projet 2, 3, 4, non, ça, c'est moins intéressant. Quoique des fois, il y a peut-être des trucs là que pour nous, ça serait intéressant de trouver. Mais c'est surtout la période de questions qui est le plus intéressant parce que là, on voit vraiment c'est quoi ce qui préoccupe les citoyens. Puis moi, quand j'ai commencé en journalisme, la partie dans les conseils de ville où ils votaient plein de règlements, c'était au début, puis ils mettaient la période de questions à la fin. Fait que là, la moitié des citoyens étaient déjà partis, mais là, à Montréal, ils font le contraire. Ils commencent par la période de questions. Tant mieux. Fait que ça, tu sais, en tout cas, je sais pas s'il y a eu des représentations, mais je pense que... Puis aussi, il faudrait que la presse locale soit mieux soutenue aussi par les gouvernements, les partenaires locaux, tout ça, parce que ça prend des sous, là, tu sais. Puis ça aussi, je pense qu'il faut que ce soit un effort concerté, là, comme on disait au début, que tous les paliers doivent soutenir la presse locale, là. C'est bon pour tout le monde, là, tu sais. Merci beaucoup. Merci, c'était bien intéressant. Merci. On vous invitera peut-être encore. On ne sait pas. Absolument.